BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. On vous connaissait comme présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole français. Vous êtes passée du côté de l'Europe puisque vous êtes désormais la présidente du comité des organisations professionnelles agricoles de toute l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous voyagez en permanence partout. On l'a vu, ce mouvement, il est à la fois européen, l'Angleterre s'y met, l'Allemagne évidemment, les Pays-Bas avant eux, et puis c'est aussi l'Europe qui est dans tous les esprits. Est-ce que l'Europe est responsable de tous les maux? On va évidemment voir ça avec vous et quelle réponse apporter aux agriculteurs sur le terrain. Mais justement, on commence par aller sur le terrain parce que je voudrais qu'on fasse un point avec Alexis Pluyette qui est en direct de l'autoroute A7 au niveau d'Orange. Alexis, opération escargot et de nombreux tracteurs qui sont donc mobilisés. On en est où? Oui, absolument. L'opération escargot qui est partie d'Orange tout à l'heure vers 7h, une quarantaine de tracteurs et 80 agriculteurs. Et parmi eux, il y a Sébastien qui est céréalier. Bonjour. Sébastien, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver à Montélimar. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque Paris? On ira jusqu'à Paris s'il faut, puis on ira sur le champ de Mars. On le labourera, on sèmera. Et après, ils se nourriront avec ce qui restera sur la parcelle. Ils verront comment on vit dans notre quotidien. Voilà. Vous voulez que ce mouvement s'inscrive dans la durée? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'exécutif, au Premier ministre? Ça fait déjà un petit moment que ça dure, on a donné des signes d'alerte, il n'y a personne qui réagit, donc on va faire réagir, on va faire bouger les gens. Aujourd'hui, là, vous allez bloquer l'autoroute A7? Oui, voilà. On va s'arrêter à Montélimar et puis là, on va attendre. Donc, il nous faut des réponses. Okay. Merci beaucoup, merci Sébastien. Donc l'opération escargot qui devrait arriver donc aux alentours un peu après 9h vers Montélimar. Et on vous tiendra bien sûr au courant. Merci Alexis de toute l'évolution des blocages qui sont désormais dans quasiment tous les départements de France. Christiane Lambert en France et aussi en Europe. Je le disais juste après cet entretien, vous partirez d'ailleurs à Bruxelles où une manifestation d'agriculteurs européens aura lieu à 11h. C'est la faute à l'Europe tout ça? C'est pas que la faute à l'Europe. Et je crois qu'il faut regarder les choses plus globalement. C'est aussi la faute à la guerre. Ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie ont manifesté en premier de façon massive il y a déjà un mois et demi, pourquoi les Allemands aujourd'hui explosent, c'est parce que tous les flux commerciaux sont perturbés. À l'Est, toutes les céréales ukrainiennes sont bloquées sur les 4 pays que j'ai cités, les cours s'effondrent, les agriculteurs ne tiennent plus. En Allemagne, les raisons sont différentes. Il y avait 10 000 tracteurs, 30 000 agriculteurs qui sont allés jusqu'à Berlin après 10 jours de manifestation, avec 80% d'opinion qui les soutient, parce que chacun mesure aujourd'hui la fragilité de l'agriculture. On vous nourrit, criait-il, comme ce que disent les agriculteurs français. Et malheureusement, la décision brutale qui a été prise par Olaf Scholz de leur supprimer l'avantage fiscal les met en situation économique plus difficile. Mais les Allemands... L'avantage fiscal sur le GNR. Hein. L'avantage fiscal vraiment sur les mêmes problématiques qu'il y a C'est le coût de l'énergie. C'est le coût de l'énergie. Et ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui avec une accumulation d'événements économiques graves depuis la guerre, ce télescope avec les prévisions de l'Union européenne de faire un Green Deal très offensif, de verdir beaucoup l'agriculture, sans ralentir du tout la cadence, malgré les événements économiques et malgré les événements climatiques. On peut citer l'Espagne qui va rentrer en manifestation. J'étais avec Pedro Barato, le président espagnol, qui me l'a affirmé il y a 2 jours. En Italie, suite aux énormes inondations qu'ils ont eues et insuffisamment d'accompagnement du gouvernement, ils sont aussi exsangues. Donc vous voyez que l'agriculture... Vous êtes en train de nous dire, Christiane Lambert, que dans les heures ou les jours qui viennent, l'Espagne et l'Italie s'apprêtent à rejoindre le mouvement? Vont conduire des actions dans leur pays pour dire au gouvernement « soutenez-nous, aidez-nous ». Les exploitations agricoles flanchent. Mais c'est l'occasion d'expliquer aussi que l'agriculture, c'est l'alimentation de tous les jours. Poutine a choisi d'avoir l'arme alimentaire et de tenir la main sur le robinet de l'alimentation, la main sur le robinet de l'énergie. Ça fragilise tous les pays, mais tenons bon. Parce que Poutine, lui, son dessein, son objectif, c'est d'affaiblir l'Europe. Tenons bon, et ça veut dire que vous défendez aussi l'idée que la solution puisse passer par l'Europe. Mais je voudrais qu'on prenne les points un par un. Le fameux GNR, vous le disiez, en Allemagne, c'est aussi ce qui avait motivé la fronde. Les tracteurs sont repartis dans les exploitations parce que le président, enfin le chancelier allemand a accepté de lâcher du lest et de ne pas retaxer davantage le GNR. En France, la FNSEA que vous avez longtemps présidée a dealé en quelque sorte. Le président Olaf Scholz n'a pas cédé et les agriculteurs ne sont plus... Il va
rendre ce retour de la taxe sur le GNR, c'est ainsi que moi je l'ai compris, plus progressif, de manière à ce que ce soit davantage acceptable pour les agriculteurs. Ai-je raison ? Mais c'est encore moins avantageux qu'en France. Ils ont un carburant blanc, nous avons un carburant détaxé qui est rose, c'est technique. Le carburant est plus cher en Allemagne et Olaf Scholz voulait supprimer totalement, c'est 1 milliard d'euros, et taxer les machines agricoles pour récupérer de l'argent sur l'agriculture pour boucler son budget. Oui, mais sauf qu'ici, Christian Lambert, la FNSEA a conclu une sorte d'accord avec le gouvernement, estimant qu'un retour progressif de la taxe sur le GNR jusqu'à l'harmoniser pratiquement avec le gazole habituel, commun, était acceptable. Est-ce que la FNSEA elle-même ne s'est pas trompée dans le diagnostic ? Je crois qu'il ne faut pas voir le problème comme ça du tout. Et de toute façon, ce sujet, c'est à la FNSEA de l'expliquer, c'est pas à moi. Je n'ai pas participé à la négociation. Je n'en connais pas tous les détails. Mais détrompez-vous. J'étais à Berlin la semaine dernière et j'ai vu Joachim Rückwig, le président du DBW, le syndicat allemand, l'homologue de la FNSEA. Il ne dit pas qu'Olaf Scholz va faire progressif. Il ne dit pas qu'ils ont obtenu. Ils n'ont rien obtenu. Et le ministre allemand, devant 500 personnes dans son discours, a continué à dire « Je veux 30% d'agriculture biologique, même si le marché s'effondre. Je veux faire des règles bien-être animal en Allemagne, plus, et on va étiqueter, et vous devrez suivre, et tout ça en 8 ans, alors que l'Europe ne le fait pas encore. » Et il a aussi fait des éco-régimes dans la PAC, c'est-à-dire des obligations environnementales plus élevées, qui font donc, quand on dit qu'en France, qui font que 40% des agriculteurs allemands n'ont pas les soutiens, 25% de soutien des éco-régimes de la PAC. En France, on est zélé, oui, sur d'autres sujets. Il y a des textes, on sait qu'il y a des surtranspositions. On a souvent cité les néonicotinoïdes. C'est Barbara Pompili, sous le gouvernement Hollande, qui a décidé, très fière, de dire nous allons le supprimer avant les autres. C'est tout ça qu'on paye aujourd'hui, que les agriculteurs français payent aujourd'hui. C'est aussi en 2016, sous le Ségolène Royal, la non-régression du droit de l'environnement, qui fait qu'aujourd'hui on peut toucher à rien. Mais regardez en France, au moment des inondations dans le Pas-de-Calais, qui demandait l'entretien des fossés et des cours d'eau ? Pas les agriculteurs seulement, les habitants des lotissements. C'est-à-dire que la nature naturelle, comme certains la pensent, la nature à laquelle on ne touche pas, elle n'est pas si positive que ça. Il faut l'entretenir, la nature. Et avec les événements climatiques d'aujourd'hui, les Pays-Bas sont en train de dire on va élargir les canaux et les cours d'eau. Imaginez qu'on dise ça en France tout de suite, vous avez immédiatement des associations ou des mouvements écologistes qui nous tombent dessus. Donc ça veut bien dire que le problème, fondamentalement, c'est une forme d'incompatibilité entre les volontés des écolos et l'approche des agriculteurs. Pas du tout. C'est pas incompatible. Il faut que ce soit compatible. Et d'ailleurs, je vais à Bruxelles ce soir parce que Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a compris. La méthode Timmermans. C'est un peu tard. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Les décisions européennes que longtemps vécues. Je vais vous dire pourquoi. Franz Timmermans, qui a été le responsable de la mise en œuvre du Green Deal, a eu une méthode top-down. Moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire, a-t-il dit aux agriculteurs. Je l'ai invité au COPA. Il est venu dire, vous faites rien de positif, vous les agriculteurs, vous n'êtes pas bons, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il a braqué tout le monde. Et bien qu'il y ait la guerre, l'énergie et le Covid, il a dit, vous allez quand même avancer au pas cadencé. Le 13 septembre, Ursula von der Leyen dit, je veux un dialogue et il faut sortir des polarisations entre agriculture et environnement. Ça veut dire qu'il faut fixer des objectifs de transition. Les agriculteurs ont déjà commencé des transitions et on pourrait parler de quelques chiffres si on a le temps. Mais il faut le faire de façon pragmatique avec des objectifs accessibles et ne pas dire tout de suite, même si l'énergie explose et même si on baisse la production d'alimentation. Il y a du moyen terme et du long terme et il y a des urgences. L'urgence, c'est notamment la question des frontières avec l'Ukraine et la question effectivement de l'arrivée des céréales ukrainiennes sur le marché européen avec pas toujours les mêmes normes, justement, pas toujours le même respect de l'environnement. Christian Lambert, est-ce que vous estimez ou est-ce que vous porterez à Bruxelles l'idée qu'il faut refermer ces frontières-là lors de la prochaine négociation des frontières ? L'Europe a décidé d'ouvrir les frontières à l'Ukraine par solidarité au début de la guerre. Personne n'avait prévu que la guerre dure 2 ans et peut-être plus. C'est un geste de solidarité qui a été fait. L'Ukraine n'étant pas dans l'Union, elle n'a pas les mêmes règles. Aujourd'hui, les céréaliers, les producteurs de volailles, les producteurs d'œufs, les producteurs de sucre souffrent de ces exportations massives qui devraient aller en Afrique et qui ne vont pas en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc, il y a famine là-bas. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait des contingents.
C'est-à-dire que ce ne soit pas à frontières totalement ouvertes, mais qu'on se base sur les exportations historiques pour dire ce volume-là, d'accord, mais les volumes supplémentaires, parce qu'il y a eu augmentation jusqu'à 170% sur les œufs, 400% sur le sucre. C'est des volumes importants. Des contingents. Vous direz ça à Bruxelles? Mais je l'ai dit, nous l'avons écrit, ça a été repris par certains parlementaires. Ça doit être décidé aujourd'hui ou demain. Et j'ai alerté le président de la République pour qu'il soit, lui, en pointe. Parce que la France doit être en pointe pour le demander. Est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à aller voir l'Europe et à dire sur l'Ukraine, solidarité, oui, mais pas à tous les prix. Sur les 4% de jachère qui vont être demandés à nos agriculteurs, on suspend. Est-ce que vous pensez que ce discours-là va en effet être porté par la France? Marc Fesneau a porté en novembre la nécessité de cultiver les 4% de jachère. Il a réussi à obtenir l'aval, l'accord de 25 pays. La Commission a refusé. Ursula von der Leyen a refusé. Ça veut dire que le processus de décision à Bruxelles, il est très long, très lent. Il y a 27 pays, il faut convaincre. Mais il faut aussi convaincre la Commission. Et ce que je regrette à Bruxelles, c'est que la Commission a trop de pouvoir aujourd'hui. Le Parlement européen, c'est-à-dire les députés qui viennent des territoires, arrivent à comprendre, déposent des amendements, essayent d'améliorer les textes. Mais la Commission européenne, avec un certain nombre de directions enfermées dans leurs grands bâtiments. La semaine dernière, à Berlin, j'ai expliqué à un sous-directeur de la direction agriculture les conséquences du texte émissions industrielles, notamment sur l'élevage de porcs et de volailles. Il n'avait pas compris l'incidence de la décision qu'ils sont en train d'essayer de prendre. Elle n'est pas encore prise. Et nous nous battons pour qu'elle ne le soit pas. Ça va se traduire par quoi? Un élevage de porc familial qui compte 120 truies. C'est même pas ce qu'il faut pour vivre et dégager un revenu. 120 truies, l'agriculteur devra passer sous le régime des émissions industrielles. Comme un cimentier, comme un chimiste, comme un producteur de goudron. C'est invraisemblable. En volaille, c'est pareil. Le seuil était à 40 000 poules. On nous descend à 20 000. Et donc, ce sont des chiffres aberrant. Alors, poussé par certains, la Commission a proposé des chiffres irresponsables. Et donc, ce qu'il faut faire à Bruxelles, donner plus de pouvoir aux politiques, au Parlement européen, qui est l'émanation du peuple, et peut-être un peu moins à la Commission. Et tout cela, c'est ce que nous proposons ce soir à Madame von der Leyen. Et tout cela, évidemment, Christiane Lambert, en plein lancement de la bataille des Européennes, puisque l'élection européenne aura lieu le 9 juin prochain. Christiane Lambert, on l'a entendu, le mouvement, il se durcit. Ça fait 6 jours désormais que ça dure, mais chaque jour, il y a des départements qui basculent encore. La 16, on l'a bien vu, les mouvements envisagent d'aller jusqu'à Paris. À Agen, ils se rapprochent de la préfecture. Est-ce que vous appelez au calme ou est-ce que vous comprenez cette colère qui, en effet, prend encore de l'ampleur? Moi, je comprends la colère et c'est pas à moi d'appeler au calme ou pas. Arnaud Rousseau l'a fait ce matin. Il a très bien fait d'appeler au calme, action dans la détermination. C'est votre successeur à la tête de la FNSEA. C'est toujours ce qui prévaut. Mais il faut surtout qu'il y ait des décisions. Et puis, il faut que les Français comprennent. Vous savez, il y a de très bons débats en ce moment sur les plateaux télé. Finalement, ils se parlent d'agriculture comme jamais il s'est parlé d'agriculture. Et en invitant plus des agriculteurs, plutôt que, comme je l'ai vu ce week-end, Yannick Jadot ou Corinne Lepage, pourquoi eux parleraient-ils d'agriculture? Seulement eux? Pourquoi y a-t-il plus d'agriculteurs qui viennent expliquer des choses? Qui pourraient vous dire, par exemple, que dans le Maine-et-Loire aujourd'hui, les agriculteurs qui ne peuvent pas semer leurs intercultures parce que tous les champs sont inondés, doivent envoyer un courrier et une photo à l'administration pour dire « je ne peux pas semer parce que ma commune est inondée ». C'est ça qui... L'excès de normes, on peut l'illustrer de plein de façons comme ça. Donnez la parole aux agriculteurs davantage. Et j'en veux quand même beaucoup à tous ceux qui critiquent beaucoup trop l'agriculteur. Ce matin, le président de la FDSEA de l'Oise m'a fait rire parce qu'il a dit Monsieur Roussel vient nous voir, c'est bien, mais ça me fait sourire tous ces politiques. Moi, je voudrais que Monsieur Jadot, Madame Rousseau, Monsieur Hugo Clément, qui nous critiquent tous les jours à la télé sur les plateaux, qui cassent le moral, et certains journalistes, Hugo Clément, qui cassent le moral des agriculteurs, être critiqués tout le temps. L'agriculteur, il se lève, il va à sa retraite, il allume sa radio, qu'est-ce qu'il entend? Faut tuer les vaches, faut manger moins de viande, les agriculteurs sont des pollueurs. Faut avoir le moral pour continuer à travailler, je peux vous le dire. Il y a une liste de revendications qui va être exprimée précisément noir sur blanc par la FNSEA ce soir. Les priorités pour vous, on vient de parler de la question du GNR, on vient de parler de la question des 4% de jachère. Ces deux points-là, il faut les suspendre? Les décisions GNR, c'est national, 4%, c'est européen. Il y a eu un conseil des ministres hier à Bruxelles. La question a été évoquée. Ça doit bouger et c'est là comme la présidente de la commission, Madame Ursula von der Leyen, qui a la clé. C'est à elle de dire oui, il faut le faire. La proposition française, c'est de pouvoir cultiver sur ces jachères des protéagineux et des légumineuses, c'est-à-dire des plantes
qui ont des... Ils n'épuisent pas la terre. Mais d'une part parce qu'elles captent l'azote tout seul et en termes de biodiversité, elles sont très positives. Donc la proposition, elle est sur la table sans réouvrir tout le dossier de la PAC. Et puis il y a un autre sujet. Peut-être faut-il mettre aussi en pause réglementaire un certain nombre de textes que Bruxelles voulait, que le Parlement européen, Pascal Canfin, la présidente de la commission environnement, voulait faire passer. Par exemple, le texte sur les émissions industrielles, qui est aberrant, que personne ne s'explique. Mon sous-directeur de la direction agri la semaine dernière... Vous disiez tout à l'heure sur la taille des exploitations. Lui-même n'a pas compris les incidences. Il fait alors pour le coup, Pascal Canfin revient dans toutes les voies, dans toutes les réflexions. Est-ce que ça fait partie pour vous de ceux qui ont vraiment mis le feu aux poudres? Il est président de la commission environnement au Parlement européen. Quand les textes arrivent à la commission agricole, il y a des pragmatiques et des connaisseurs des sujets agricoles. Quand les textes arrivent à la commission environnement et que l'approche est quand même idéologique pour avancer plus vite, plus haut, plus fort, il sans vient du monde écolo, il a rejoint le macronisme. Il est économiste à l'origine et écologiste, et effectivement, il devrait avoir quand même cette perception économique. Moi, je dis pas d'arrêter tout, je dis adaptons le rythme. Et quand il y a 500 000 agriculteurs qui protestent aujourd'hui en disant on ne peut pas suivre, on veut bien faire les transitions, mais il faut un agenda, des objectifs tenables et réalistes, et surtout un moyen d'accompagnement. Il n'y a pas d'argent sur la table. Il y a un point qui paraît saisissant quand on commence à le regarder. On imaginait, on parlait beaucoup du fait que les cantines, on devait manger local. En réalité, on découvre qu'il n'y a pas véritablement d'obligation, que c'est un peu au bon vouloir des uns et des autres. Est-ce qu'il faut imposer un quota de produits nationaux, une forme de souveraineté alimentaire en France? C'est dans la loi. La loi alimentation a écrit qu'il fallait 50% de produits de proximité à connotation environnementale, dont 20% de produits bio. À l'État de faire respecter la loi. Cette loi n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Alors, il y a aussi des parents qui disent on ne veut pas payer plus cher. Parce que manger bio à la cantine, 20%... Manger bio et local, enfin... C'est plus cher. Des produits produire vraiment plus vert, français. c'est produire plus cher. Vous connaissez ma formule fétiche, c'est vrai à tous les niveaux. Et aujourd'hui, les Français aussi doivent le comprendre. Et quand je vois les publicités de certains distributeurs qui disent « Venez chez moi, c'est moins cher », les côtes de porc à 1,91 €, alors que le vrai prix, c'est 6,50 € quand il y a un contrat tripartite tenant compte des coûts de production des agriculteurs. Quand je vois qu'aujourd'hui, les distributeurs français surtout demandent encore des baisses de prix aux industriels et qui veulent négocier la matière première payée aux agriculteurs alors que c'est interdit par la loi, voilà aussi des responsabilités qu'il faut citer. Et puis, quand même, monsieur le maire, au ministère de l'économie qui voudrait que l'inflation soit contenue pour les Français, etc. Mais on dit alors c'est les agriculteurs qui doivent contribuer pour ça? Non, les agriculteurs ils ont des charges qui augmentent, ils le disent tous les jours sur les barrages. Il faut écouter. Et la construction du prix en marche avant et des prix rémunérateurs, vous savez, le revenu c'est la clé. Quand on a du revenu, on est plus serein, on peut envisager d'investir, de moderniser son exploitation, de faire les transitions, de préparer la succession pour des jeunes agriculteurs. Et c'est vrai partout en Europe ça. Mais la loi sur la souveraineté alimentaire n'est pas respectée. La loi Egalim semble l'être de moins en moins. C'est notamment les agriculteurs éleveurs laitiers qui disent que sur le prix du lait, la loi Egalim, et c'est en ce moment même qu'ont lieu les négociations commerciales, n'est pas respectée. Que faut-il faire ? Eh bien, l'État doit faire respecter la loi. Comment faire? Envoyer des contrôleurs? Il dit qu'il veut envoyer des contrôleurs. Des contrôleurs, nous, on peut en donner quelques-uns, parce qu'on en a beaucoup qui viennent sur nos exploitations, mais qu'ils aillent voir ce qui se passe dans les magasins et dans les box de négociation. Vous voulez dire que, en fait, on vous envoie des contrôleurs pour vérifier effectivement que vous respectez les normes, etc. En revanche, pas beaucoup du côté des rayons des supermarchés. Pas suffisamment. Et c'est pas vrai seulement en France, mais vous savez, la France est le pays où l'inflation a été la moins élevée. Pourquoi les Belges et les Allemands venaient faire leurs courses dans les supermarchés français? En France, il y a une espèce d'idéologie bas prix, bas prix, bas prix. C'est pas vrai ailleurs. Il y a eu un taux d'inflation sur l'alimentation de 13%. C'était jamais arrivé depuis super longtemps en France. On avait eu quand même 10 ans de déflation. Dans les autres pays européens, ils n'étaient pas à 13, ils étaient à 21 en Estonie, en Pologne, ils étaient à 18% en Allemagne, ils étaient à 22% en Angleterre. Donc, il n'y a pas partout ce bruit de fond permanent. Il faut manger moins cher. Et ça détruit l'agriculture. Vous savez, c'est comme le textile et les chaussures. Moi, je suis du Maine-et-Loire. À force de dire on peut s'habiller moins cher, on a tué l'industrie. Et on a vu ces derniers mois, personne n'est tout nu. Les faillites dans ce secteur-là. Exactement. Personne n'est tout nu. Tout le monde est habillé, mais ça vient de Chine, ça vient du Bangladesh, ça vient d'ailleurs. Produit par des populations qui ne sont pas payées comme on peut le faire en France. Christiane Lambert, hier, une agricultrice et sa fille ont été tuées sur un barrage. Ils ont été heurtés par une voiture qui tentait, semble-t-il, de contourner au minimum, peut-être même de forcer le barrage. Est-ce que vous redoutez que ça ne se crispe? Est-ce que vous redoutez également de la violence? Est-ce que vous redoutez pour ceux qui tiennent les barrages?
Je m'incline devant la mémoire de cette jeune femme, Alexandra, que j'avais rencontrée quand j'étais allée en manifestation en Ariège, et sa fille, sa magnifique petite fille que j'ai vue. Ils ont donné des photos. C'est dramatique. Mais par contre, les agriculteurs réagissent avec une dignité incroyable. Vous les avez vus sur les barrages, ils ont un brassard noir. Les agriculteurs ont de la pudeur, ils le disent pas, mais on sent dans la tonalité de leur voix qu'ils sont très touchés, très émus, et la responsabilité, elle est très forte. Quand on est responsable agricole et qu'on emmène nos agriculteurs en manifestation, on a toujours cette peur, toujours. Mais par contre, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas d'esprit de vengeance ou de rancune, il y a au contraire, faisons attention, passons nos messages, mais restons dignes, et au moins pour sa mémoire à elle. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas d'émeute derrière, il y a cette colère qui gronde, mais avec beaucoup de dignité. Merci Christiane Lambert d'être venue ce matin. Je le rappelle, vous partez ensuite à Bruxelles, vous rencontrerez les différents responsables et vous porterez donc ces voix-là. Vous êtes l'ancienne présidente de la FNSEA, aujourd'hui à la tête du comité des organisations professionnelles agricoles de toute l'Union européenne. Merci à vous. Merci.